Avez-vous déjà remarqué que, plus vous essayez de contrôler les choses dans votre vie, moins vous trouvez la paix, plus vous paraissez bon, plus le fardeau qui vous pèse devient lourd. Carl Jung a mis en lumière cette contradiction dans les dernières années de sa vie, mais cet avertissement a été soit mal compris, soit complètement ignoré par la plupart des gens. Car le message final de Jung n'est pas porteur d'espoir, il n'est nullement réconfortant, et c'est précisément pour cela qu'il est vrai. La première chose qui frappe lorsqu'on aborde les dernières années de la vie de Carl Jung, c'est la diminution de ses paroles. Jung, qui a élaboré des concepts, établi des systèmes et repoussé les limites de la psychologie dans sa jeunesse, a choisi l'observation plutôt que l'explication en vieillissant. Ce silence n'est pas un signe de lassitude. Ce silence est la purification de la conscience du tumulte. Pour Jung, parler a toujours été précieux, mais le silence était une profondeur que seuls les esprits ayant atteint un certain niveau pouvaient supporter. Dans les entretiens qu'il a accordés, les textes qu'il a écrits et ses notes personnelles des dernières années de sa vie, un ton commun se dégage. Nul besoin de se presser, nul besoin de prouver quoi que ce soit, nul désir de convaincre autrui, car Jung voit désormais quelque chose avec une clarté saisissante. Dans la seconde moitié de sa vie, il faut se débarrasser de ses excès plutôt que d'en accumuler sur le monde. Dès lors, le silence de Jung n'est pas un repli sur soi, mais une simplification consciente. Ce silence est déstabilisant pour les esprits qui n'ont pas osé se connaître, car il ne laisse aucune échappatoire. Selon Jung, dans sa jeunesse, l'individu cherche sa place dans le monde extérieur. Il se forge une identité, endosse des rôles et recherche l'acceptation. C'est naturel. Cependant, si cette stratégie persiste après un certain âge, un vide intérieur se crée. L'individu a le sentiment de tout posséder, mais il lui manque quelque chose. C'est précisément là que le silence de Jung, dans ces dernières années, prend tout son sens. Il ne s'adresse plus au monde extérieur, il se tourne vers l'intérieur, car il sait que le véritable conflit réside en lui. Le silence de Jung n'est pas celui d'un sage renonçant au monde. Au contraire, c'est un rejet du bruit artificiel que le monde impose à l'humanité. La gloire, l'autorité académique, le besoin d'être compris, tout cela est laissé de côté. Seule demeure la question « Qui suis-je » et que cherche à me dire la vie. Dans la dernière période de sa vie, Jung cesse de proposer des réponses toutes faites, car il comprend que ces réponses engendrent des identités toutes faites. Ce dont une personne a besoin, en revanche, c'est d'être laissé seul avec les bonnes questions. C'est pourquoi le silence de Jung est si instructif, car ce silence confronte l'observateur à sa propre voix intérieure. Il est impossible de comprendre le message final de Jung sans comprendre ses dernières années. C'est durant cette période que l'individuation cesse d'être une théorie et devient une réalité vécue. Jung le sait désormais. Tant qu'une personne ne se connaît pas elle-même, la paix ne viendra pas, quoi que le monde puisse offrir. Et cette prise de conscience ne peut s'exprimer à voix haute, elle ne peut être transmise que par le silence. Ainsi, le silence des dernières années de Jung n'est pas une fuite, mais une finalité. Ce silence est aussi un processus de purification. Les pensées, les théories, les réalisations et les étiquettes accumulées tout au long de la vie perdent progressivement leur sens. Jung a compris que l'esprit humain ne peut atteindre sa véritable maturité que lorsqu'il est libéré de ses fardeaux. C'est pourquoi, dans ces dernières années, il évite les explications complexes, car la complexité n'est souvent pas synonyme de profondeur, mais simplement une défense mentale. Jung comprend désormais que plus une personne tente de s'expliquer, plus elle s'éloigne de son essence. Le silence n'est pas ici une carence, mais l'abandon du superflu. Ce silence crée aussi un espace de confrontation. Son entourage perçoit sa diminution de la parole comme une distance. Mais cette distance n'est pas avec les personnes, mais avec la superficialité. Jung a compris qu'aucune relation, aucune pensée, aucun rôle ne peut se maintenir sans s'approfondir. À ce stade de sa vie, il n'existe plus pour enseigner, mais pour observer. Car l'acte d'observer est le contact le plus authentique qu'une personne puisse avoir avec elle-même. Le silence de Jung invite à la réflexion. Les non-dits prennent une importance plus grande que les paroles. Avec l'âge, sa perception du temps évolue, tout comme son silence. Un esprit pressé est dispersé, un esprit mûr est lent. Jung cesse di sakita, il attend. Car certaines vérités ne se révèlent qu'à ceux qui savent patienter. On ne peut comprendre le langage de l'inconscient sans écouter son monde intérieur. Le silence de Jung est fait pour entendre ce langage. Carl Jung place le concept de foi persona foi au cœur de la relation d'un individu à la société. La persona est le visage qu'une personne présente au monde. C'est le ton choisi pour être accepté.
le comportement adapté pour obtenir l'approbation et l'identité façonnée par besoin d'appartenance. Selon Jung, la persona n'est pas un problème en soi. Au contraire, elle est nécessaire à l'existence sociale. Nul ne peut vivre pleinement sans masque. Cependant, le danger survient lorsque le masque cesse d'être un outil et devient l'essence même de l'identité. C'est précisément ce point que Jung met en garde dans la seconde partie de sa vie. Dès l'instant où une personne s'identifie à sa persona, elle perd le contact avec elle-même. C'est pourquoi nombre de personnes qui paraissent fortes, adaptables et accomplies ressentent un vide intérieur, car la persona attire les éloges, mais ne nourrit pas. Au bout d'un certain temps, l'individu vit constamment sur ses gardes pour protéger le visage qu'il admire. Il calcule ses paroles, son regard et sa posture. Cet état de calcul permanent finit par perturber le cours naturel des choses. Selon Jung, à ce stade, la personne ne vit plus, elle joue un rôle. Plus le personnage est affirmé, plus le silence intérieur est profond. Chaque fois qu'une personne ne peut exprimer sa vérité, elle vit une division intérieure. Une partie s'adapte, l'autre se replie sur elle-même. Quand la partie refoulée ne s'exprime pas, on suppose qu'il n'y a pas de problème. Mais Jung affirme que rien de refoulé ne disparaît véritablement. À mesure que le personnage se renforce, le vrai moi est occulté. Cette ombre finit par se manifester par de l'agitation, un sentiment de perte de sens et de l'insatisfaction. Les personnes ne peuvent expliquer leur mal, être car, de l'extérieur, tout semble aller bien. C'est ce que Jung considère comme dangereux. Le personnage existe pour protéger, non pour emprisonner. Quand une personne ne vit que pour être aimée des autres, elle rompt le lien avec elle-même. Selon Jung, la véritable crise commence lorsque le personnage s'effondre. Perte d'emploi, vieillissement, perte de statut social ou grande déception. À ces moments-là, le masque perd toute sa fonction. Pour la première fois, une personne se trouve confrontée à la question « Qui suis-je sans ces rôles ?» La plupart des gens évitent cette question car elle n'apporte pas de réponse claire. Le processus d'individuation de Jung commence précisément dans cet espace déstabilisant. Sans la dissolution du personnage, le vrai soi ne peut émerger. Cette dissolution est douloureuse car la sécurité des identités portées pendant des années est primordiale. Jung a observé que les gens se sacrifient par peur de perdre le visage qu'ils chérissent. Ce sacrifice de soi peut sembler vertueux, mais à long terme, il épuise l'âme. Une personne devient méconnaissable à ses propres yeux, tout en étant aimée de tous. Selon Jung, c'est la forme la plus profonde de solitude. Une solitude vécue au milieu des foules et des applaudissements. Le personnage intègre l'individu à la société, mais l'éloigne de son monde intérieur. C'est pourquoi Jung suggère non pas de se réconcilier avec le personnage, mais d'en comprendre les limites. On porte un masque, mais dès l'instant où l'on devient un masque, on se perd. Le vrai soi peut ne pas être aimé, approuvé, voire incompris. Pourtant, selon Jung, le sens prend précisément racine là. Lorsqu'une personne cesse d'être le visage que tous aiment, la possibilité de la connaissance de soi s'ouvre à elle. Et cette possibilité constitue la voie royale vers la transformation dans la psychologie jungienne. L'aspect le plus insidieux du concept de persona réside dans l'aliénation progressive qu'il engendre. Ce processus est insidieux. Il se déploie par de petits ajustements quotidiens, des acceptations tacites et des pensées non exprimées. D'abord, la personne évite les conflits, puis renonce à s'exprimer et finit par être incapable de discerner ses propres sentiments. Selon Jung, à ce stade, elle a perdu son intuition. Elle se concentre non plus sur ses désirs, mais sur les attentes d'autrui. De l'extérieur, cela est perçu comme de la maturité, mais intérieurement, un profond détachement s'installe. À mesure qu'elle s'éloigne de ses propres émotions, elle devient plus dépendante des attentes des autres. Jung souligne que la persona n'est pas seulement un instrument d'oppression individuelle, mais aussi collectif. La société valorise ceux qu'elle accepte. Elle corrige ce qui est différent et exclut ce qui est incompatible. C'est pourquoi beaucoup choisissent le conformisme plutôt que d'être eux-mêmes. Avec le temps, ce choix cesse d'être une décision consciente et devient un réflexe automatique. Selon Jung, c'est précisément à ce moment-là que le danger est le plus grand, car cette personnalité automatisée épuise l'énergie vitale. La personne ne comprend pas sa fatigue, car ce qu'elle fait n'est pas mal en soi. Cela ne lui appartient tout simplement pas. Plus on porte cette personnalité, plus il devient effrayant de s'en détacher. La personne est alors saisie par cette pensée. Si je me débarrasse de ce visage, que restera-t-il? Jung affirme que cette peur est une étape naturelle du processus d'individuation. Dans la psychologie de Carl Jung, l'un des concepts les plus troublants est celui de l'ombre.
car l'ombre renferme tout ce qu'une personne refuse de voir. Colère refoulée, jalousie niée, peurs inavouées, désirs inexprimés. Selon Jung, ignorer ces aspects ne rend pas une personne meilleure. Au contraire, les refouler dans l'inconscient la privent de sa liberté. L'ombre n'est pas seulement la part d'ombre d'une personne, elle représente aussi son potentiel inexploité. Mais lorsqu'il est refoulé, ce potentiel se manifeste non comme une force constructive, mais comme une réaction incontrôlée. Jung attribue une grande partie des problèmes récurrents de la vie d'une personne à cette zone refoulée. Être constamment attiré par des personnes similaires, vivre les mêmes conflits, tomber dans les mêmes cycles émotionnels n'est pas un hasard. L'invisible prend le contrôle. Les moments où l'ombre est la plus forte sont ceux où une personne se sent le plus justifiée. Selon Jung, si une personne juge sévèrement une autre, c'est que son ombre est à l'œuvre. Car l'esprit conscient s'absout en projetant vers l'extérieur les caractéristiques qu'il ne peut accepter. Ce mécanisme de projection procure un soulagement temporaire. La faute est extérieure, non intérieure, mais ce soulagement est éphémère. À mesure que l'ombre se projette vers l'extérieur, le monde paraît plus menaçant. On se sent constamment sur le qui-vive, facilement blessé et prompt à la colère. Jung décrit cet état comme la revanche de l'inconscient. Ce qui est refoulé revient sous une forme plus puissante. Une personne peut exploser soudainement tout en se croyant calme. Elle peut s'effondrer à la moindre critique tout en se croyant forte. La difficulté à affronter son ombre tient au fait qu'elle est perçue comme une question morale. Jung, cependant, n'assimile pas l'ombre à l'immoralité. L'ombre est une composante naturelle de la nature humaine. Chacun a des aspects égoïstes, lâches et agressifs. Les nier ne rend pas vertueux. Cela ne produit qu'une illusion de bonté. Selon Jung, la véritable maturité vient de la capacité à reconnaître ses parts d'ombre intérieures. Quand on ne fait pas preuve de ce courage de reconnaître ses propres faiblesses, on devient esclave de ses émotions. Les réactions deviennent automatiques. La personne ne comprend plus pourquoi elle a agi ainsi et ne ressent que du regret. Ce regret déclenche une nouvelle vague de refoulement. Le cycle s'aggrave alors. Jung affirme que l'ombre se manifeste surtout dans les relations. On projette sur ses proches les aspects de soi-même qu'on ne veut pas voir. Accusations, déceptions et chagrins d'amour découlent souvent de ce mécanisme inconscient. On tente de changer les autres pour éviter d'affronter la part perturbante de soi-même. Cette fuite procure un réconfort immédiat, mais à long terme, elle engendre la solitude. Selon Jung, de nombreuses relations échouent parce que l'ombre n'est pas reconnue. On aspire à être aimé, mais on refuse de se reconnaître soi-même. Cette contradiction crée une tension intérieure. Affronter son ombre n'est pas faire preuve de cruauté envers soi-même. Au contraire, cela exige une profonde honnêteté. Jung décrit l'intégration de l'ombre à la conscience comme un processus d'intégration. Dans ce processus, on ne se juge pas, on observe. On ne refoule pas ses réactions, mais on cherche à les comprendre. La question « Que me dit ce sentiment ?» est essentielle. Lorsqu'on accepte son ombre, elle ne peut plus se contrôler en secret. Au lieu de réactions automatiques, on commence à faire des choix conscients. C'est, selon Jung, le premier pas vers la véritable liberté. La vérité sous-jacente au dernier message de Jung est la suivante. Celui qui fuit son ombre se fuit lui-même. Celui qui se fuit lui-même ne peut être au centre de sa vie. Il peut paraître fort, mais il est fragile. Il peut paraître harmonieux, mais il est tendu. La paix intérieure n'est possible que par ce contact honnête avec son ombre. Ce qui est ignoré ne disparaît pas. Tant qu'il reste inavoué, il nous guide. L'avertissement de Jung est clair. Celui qui ne fait pas face à son ombre ne maîtrise pas sa vie. Celui qui commence à entrer en contact avec son ombre ne ressent pas d'abord de soulagement. Au contraire, un sentiment de malaise apparaît. Car lorsque des émotions refoulées pendant des années remontent à la conscience, l'ordre est perturbé. Jung décrit ce processus comme une confusion temporaire. La personne ne se sent plus aussi bien qu'auparavant, mais commence à se sentir plus authentique. Cette phase de transition effraie beaucoup de gens, car leur sentiment de contrôle est ébranlé. Selon Jung, ce bouleversement n'est pas une régression, mais le seuil d'une transformation. L'esprit qui entre en contact avec l'ombre ne peut plus se complaire dans ses anciens mécanismes de défense. Cela oblige la personne à être plus prudente, plus attentive et plus sélective. C'est pourquoi Jung souligne que le travail sur l'ombre exige de la patience. Une seule confrontation ne suffit pas. L'ombre se dévoile progressivement. Chaque prise de conscience engendre une nouvelle responsabilité. La personne réalise qu'elle ne peut plus se mentir à elle-même. Elle voit l'origine de ses réactions, reconnaît ses mécanismes de fuite et comprend ses excuses. Selon Carl Jung,
L'une des plus grandes illusions de l'homme moderne est la croyance qu'il peut tout contrôler. À première vue, cette croyance semble synonyme de pouvoir. Planifier, organiser, prévoir, gérer, tout cela procure un sentiment de sécurité. Mais Jung affirme que cette sécurité est en grande partie une construction mentale. Plus une personne évite d'affronter l'incertitude qui règne dans son monde intérieur, plus elle cherche à s'emparer du monde extérieur. Le contrôle, ici, n'est pas une solution, mais un mécanisme de défense. Plus on essaie de contrôler, plus les choses nous échappent. Car la source de ce besoin de contrôle est une insécurité intérieure. Jung attire l'attention sur les racines inconscientes de cette insécurité. Les peurs refoulées, les parts d'ombre non reconnues et les conflits intérieurs non résolus maintiennent l'individu en état d'alerte constant. Cet état d'alerte se transforme finalement en épuisement physique et mental. On pense, on calcule et on imagine sans cesse des scénarios. L'esprit est en perpétuelle agitation. Le silence est perçu comme une menace car il n'y a pas de contrôle dans le silence. Le burn-out commence précisément à ce moment-là. Selon Jung, le burn-out n'est pas simplement la conséquence d'un surmenage. Sa cause est plus profonde. Vivre dans un état d'alerte constant. On s'épuise lorsqu'on oublie de lâcher prise. À force de vouloir tout maîtriser, contrôler chaque émotion et anticiper chaque issue, l'énergie intérieure s'épuise rapidement. De l'extérieur, cela peut passer pour une réussite. La personne est responsable, organisée et fiable. Mais intérieurement, la réalité est tout autre. La vitalité intérieure disparaît. Jung décrit cela comme un retrait de l'âme. L'âme ne peut respirer sous un contrôle excessif. Une vie contrôlée n'est pas une vie vécue, mais une vie gérée. Jung insiste particulièrement sur ce point. Plus le besoin de contrôle augmente, plus la spontanéité diminue. Lorsque la spontanéité disparaît, on perd le contact avec la vie. Tout devient un devoir. Même le repos est planifié, même les sentiments sont mesurés. Cet ordre artificiel peut se maintenir un temps, mais l'inconscient ne peut le tolérer longtemps. Des symptômes physiques apparaissent, la motivation chute et le sentiment d'absurdité s'intensifie. La personne ne parvient plus à expliquer pleinement sa fatigue, car ce qu'ils font n'est pas mal en soi, c'est simplement excessif. Selon Jung, cet excès est le signe d'une perte d'équilibre intérieur. Le contrôle existe pour maintenir l'équilibre, non pour le détruire. Un autre prix de l'illusion du contrôle se manifeste dans les relations. On cherche aussi à contrôler les autres. On agit comme si l'on savait ce qu'ils devraient ressentir, comment ils devraient se comporter et quand ils devraient changer. Cette attitude engendre des conflits. Selon Jung, le même mécanisme est à l'œuvre ici. Incapable d'accepter le désordre qui l'habite, on tente de réguler le monde extérieur. Les relations deviennent alors mécaniques, les attentes prennent le pas sur les émotions. Avec le temps, les liens s'affaiblissent et l'intimité diminue. On se sent seul, même entouré de monde. Cette solitude est la conséquence naturelle du contrôle, car celui qui contrôle ne fait pas confiance, et celui qui ne fait pas confiance ne peut nouer de véritables liens. Jung insiste sur le fait que lâcher prise n'est pas de la passivité. Lâcher prise n'est pas se dérober à ses responsabilités. Au contraire, c'est les assumer pleinement. Quand on accepte de ne pas pouvoir tout contrôler, on libère son énergie. Cette acceptation n'est pas une faiblesse, mais une preuve de sagesse. Selon Jung, la maturité intérieure est la capacité à vivre avec l'incertitude. Quand cesse de s'efforcer de contrôler chaque instant de la vie, on commence à respirer. L'épuisement cède la place à une vitalité sereine, car l'esprit n'est plus en proie à un conflit permanent. Quand l'illusion du contrôle se dissipe, on se sent véritablement vivant pour la première fois. Cette illusion perturbe également la relation que l'on entretient avec ses émotions. D'après Jung, beaucoup de gens tentent de gérer leurs émotions au lieu de les vivre pleinement. La tristesse est refoulée, la colère différée, la peur ignorée. Cette approche semble fonctionnelle au départ. Cependant, avec le temps, à mesure que les émotions sont refoulées, elles s'intensifient. Chaque émotion contrôlée finit toujours par revenir avec plus de force. Jung explique cela comme la recherche d'équilibre par l'inconscient. Plus on essaie de contrôler ses émotions, plus elles deviennent incontrôlables. Cela accroît la tension intérieure et approfondit l'épuisement. Jung souligne également que le contrôle finit par devenir une identité. La personne se définit comme forte, rationnelle et résiliente. Cette définition devient peu à peu une nécessité. Elle ne s'autorise ni faiblesse, ni indécision, ni stagnation. Elle se sent obligée d'être constamment sur le qui-vive, de trouver des solutions à chaque situation. Ce fardeau est porté inconsciemment. Selon Jung, son poids rompt le lien de la personne avec elle-même.
car lorsqu'une personne tente d'exister uniquement grâce à ses forces, elle rejette ses faiblesses. Ce rejet perturbe son intégrité intérieure. L'individuation est le concept sur lequel Carl Jung s'est le plus concentré durant les dernières années de sa vie. Pourtant, ce concept est souvent mal compris. S'individuer ne signifie pas devenir plus spécial, se sentir plus fort ou supérieur aux autres. Pour Jung, l'individuation est le courage de se connecter à soi-même. C'est un long processus qui commence par le dévoilement des masques, la reconnaissance de son ombre et le déni des conflits intérieurs. C'est précisément là que réside le véritable avertissement final de Jung. On ne peut trouver la paix sans intégration. L'équilibre intérieur ne peut être atteint sans résoudre les rôles, les attentes et les identités accumulées tout au long de la vie. Par conséquent, l'individuation n'est pas un chemin de réconfort, mais une confrontation transformatrice. Selon Jung, le processus d'individuation s'accentue généralement dans la seconde moitié de la vie. En effet, dans la jeunesse, on aspire à conquérir le monde. On cherche sa place, à être accepté et à construire une structure. Cette période est une phase naturelle d'expansion. Cependant, si cette même orientation persiste, une stagnation intérieure s'installe. On n'est plus satisfait de ce que l'on possède, ni ne trouve la paix dans ses réussites. À ce stade, le besoin d'individuation se fait sentir. Jung soutient que lorsque ce besoin est réprimé, l'individu se vide de sa substance intérieure. Tandis que le monde extérieur s'étend, le monde intérieur se rétrécit. L'individuation est le seul moyen de rétablir ce déséquilibre. L'être humain doit désormais s'intégrer intérieurement plutôt qu'extérieurement. L'individuation exige de réunir les parties séparées en bien et en mal. L'observation la plus difficile à accepter de Jung est la suivante. Une personne ne se définit pas uniquement par ses vertus. Ses peurs, ses faiblesses, ses désirs refoulés et ses pensées sombres font également partie intégrante de son être. Lorsqu'on les ignore, la personne vit une vie divisée contre elle-même. L'individuation met fin à cette division. Jung définit ce processus non pas comme une purification morale, mais comme une intégration psychologique. Lorsqu'une personne apprend à se voir sans jugement, les conflits intérieurs s'apaisent. Les réactions diminuent, les choix deviennent plus clairs. Cela crée un nouvel équilibre dans sa vie. Les avertissements finaux de Jung suggèrent clairement que l'individuation est un processus d'isolement, car elle ne dépend pas de l'approbation de la foule. À mesure qu'une personne entre en contact avec sa propre vérité, certains liens s'affaiblissent. Les relations entretenues par conformisme se dissolvent. Cela engendre la peur chez beaucoup. Jung affirme que cette peur est naturelle, car l'individuation exige une redéfinition du besoin d'appartenance. On ne souhaite plus se conformer à tous. On tisse des liens moins nombreux, mais plus authentiques. Cela peut engendrer un sentiment de solitude à court terme. Cependant, selon Jung, cette solitude est le signe de la dispersion de la foule intérieure. Dans le processus d'individuation, la perception du temps se modifie également. Jung souligne qu'un esprit précipité ne peut intégrer. Ce processus n'offre pas de résultat immédiat. Chaque prise de conscience s'accompagne d'une nouvelle responsabilité. On ne peut plus se mentir à soi-même. On reconnaît ses conflits intérieurs, on comprend ses mécanismes de défense et on perçoit l'origine de ses réactions automatiques. Cette prise de conscience est lourde, mais lucide. Selon Jung, la véritable maturité réside dans la capacité à porter ce poids. L'individuation s'exprime moins, donne moins d'explications, car elle n'a plus besoin de faire ses preuves. Le dernier avertissement de Jung est le suivant. L'individuation n'est pas un luxe que l'on peut remettre à plus tard. Lorsqu'une personne se détourne de cet appel, la vie devient de plus en plus mécanique. Les jours se ressemblent, les émotions s'émoussent, les relations deviennent superficielles. La tension intérieure augmente, mais sa cause reste obscure. L'individuation, cependant, brise cette mécanique. À l'approche de la fin de sa vie, Carl Jung ne laissait derrière lui ni grande théorie, ni une profonde simplification. Cette simplification ne consistait pas en une réduction du nombre de mots, mais en une concentration du sens. Le message final de Jung ne fut pas proclamé haut et fort. Il ne se présenta pas comme un manifeste, car la vérité qu'il percevait ne pouvait être transmise par la force. Nul ne peut atteindre une paix durable, quels que soient les changements qu'il opère dans le monde extérieur, sans se confronter à lui-même. La fin silencieuse de Jung découle précisément de cette prise de conscience. À la fin de la vie, ce qui demeure, ce ne sont ni les accomplissements, ni la gloire, ni la véritable compréhension. Ce qui demeure, c'est la relation que l'on entretient avec soi-même. Ce que Jung souligne dans cette phase ultime, c'est que le sentiment de plénitude ne provient pas des circonstances extérieures.
On peut avoir accompli de grandes choses, acquis le respect, bâti une identité forte. Mais si la division intérieure persiste, ces accomplissements ne comblent aucun vide. Selon Jung, chacun porte en soi, jusqu'à la fin de sa vie, toutes les parts de son monde intérieur avec lesquelles il n'est pas en paix. Ce fardeau ne s'allège pas avec l'âge. Au contraire, cela devient plus visible, car les défenses s'affaiblissent, les rôles deviennent obsolètes et l'énergie diminue. C'est alors que l'individu se retrouve seul avec lui-même. Le silence de Jung est la conséquence naturelle de cette confrontation. Il n'y a plus d'échappatoire. Pour Jung, le silence n'est pas une retraite, mais une clarification. Lorsqu'une personne reconnaît sa propre part d'ombre, voit ses failles et accepte ses limites, elle s'apaise. Ce calme peut être perçu comme une immobilité extérieure, mais intérieurement règne une clarté profonde. L'empreinte durable de Jung ne porte pas un pessimisme effrayant. Au contraire, elle offre un espoir réaliste. Cet espoir n'est pas la promesse d'une perfection absolue, c'est l'idée qu'une personne peut établir une relation authentique avec elle-même. Selon Jung, lorsque cette relation est établie, la vie ne devient pas plus facile, mais plus riche de sens. Le sens est la condition préalable à la paix. La conclusion silencieuse mais profonde de Jung invite précisément à cette quête de sens, sans grande déclaration, sans directive, simplement en indiquant la voie à suivre. La conclusion silencieuse mais profonde de Carl Jung est aussi un appel à la responsabilité. Tout au long de la vie, on peut trouver de nombreuses façons de fuir sa propre personne. Le travail, les relations, les objectifs, les idéaux et même la souffrance peuvent devenir des échappatoires. Jung a compris que ces fuites sont temporaires. À l'approche de la fin de la vie, au-delà de toutes les luttes, on se retrouve seul face à une seule vérité, soi-même. Cette rencontre devient d'autant plus brutale qu'elle est retardée. Le silence de Jung est une tentative d'adoucir cette brutalité. Lorsqu'une personne entre en contact avec elle-même plus tôt, la fin de vie est vécue comme un accomplissement et non comme un règlement de compte. À ce stade, Jung insiste sur la question du pardon envers soi-même. À la fin de sa vie, on revisite les choix de sa jeunesse, les occasions manquées et les aspects de soi refoulés. Selon Jung, si cette rétrospective est empreinte de jugement, la paix intérieure devient impossible. La fin silencieuse représente un regard plus compatissant envers soi-même. Cette compassion ne consiste pas à ignorer ses erreurs, c'est le pouvoir de les voir et de les accepter. Jung affirme qu'une personne devient sage lorsqu'elle accepte ses propres limites, car lorsque la quête de la perfection s'achève, les tensions intérieures se dissipent. Un autre point saillant du message final de Jung est la simplification du sens. Dans les dernières étapes de la vie, le sens ne se cherche plus dans de grands objectifs ni dans des idéaux ambitieux. Il émerge du quotidien, dans une prise de conscience silencieuse, dans une introspection simple, dans une acceptation sincère. Jung a constaté que ce sens simple est durable, car il ne dépend pas des conditions extérieures. Il n'est pas détruit par le monde changeant. Tant qu'une personne reste en contact avec elle-même, ce sens perdure. Le silence de Jung est porteur de ce sens profond, et pourtant sans prétention. Ainsi, la fin silencieuse mais durable de Jung n'est pas une fermeture à craindre. Elle est comme un espace ouvert qui invite à un examen plus approfondi de sa propre vie. Elle n'offre pas de réponse définitive, ni de solution toute faite. Elle soulève plutôt des questions. Ces questions sont déstabilisantes, mais transformatrices. Selon Jung, lorsqu'une personne apprend à vivre avec ces questions, elle cesse de les fuir. Elle affronte avec plus de fermeté les aléas de la vie. La fin, silencieuse mais inéluctable, est l'expression de cette constance. Lorsqu'une personne est en paix avec elle-même, la vie la perturbe moins. Ceci conclut notre vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.